Thierry, pour qu'on aille un petit peu plus loin, c'est quoi ton parcours professionnel? Parce que je pense que arriver à parler aussi bien des pâtes et des bonnes pâtes, je pense qu'il y aura un peu de bouteille derrière. C'est quoi ton parcours professionnel? Ah ben, je suis un peu né dans la farine, en fait, hein, j'avoue. Euh, j'ai commencé à faire du pain quand je devais avoir 6 ou 7 ans avec ma grand-mère dans un four à bois à la ferme. Et c'est comme ça qu'est venu l'amour du métier. C'est en pétrissant à la main, en faisant des boules et en chauffant le four à bois. Ouais, je suis un peu né dans la farine. Euh, à 10 ans, je voulais être chef d'entreprise. Alors, du coup, je me suis fait vers la boulangerie. Et puis, à 14 ans, j'ai commencé mon pré-apprentissage. À 16, l'apprentissage. Et puis ensuite, j'ai fait mon cursus de boulanger jusqu'à m'installer aux alentours des 20 ans dans une boulangerie de village. Quand j'ai vendu ma boulangerie, on m'a proposé un poste de boulanger conseil. Et puis au départ, je me suis dit, je vais le faire pour 6 mois, histoire de voir. Et puis finalement, je l'ai fait 5 ans. Et ensuite, je suis allé vers le commerce parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Le commerce, pour moi, c'est aussi découvrir des nouvelles techniques, c'est l'échange, c'est le partage, c'est pouvoir aller plus loin dans la technicité et apprendre toujours plus. J'ai fait du commerce des bords de matières premières ou que j'ai vendu de la levure, du beurre. Je faisais ce qu'aime Laurent. J'étais le commercial typique qu'adore Laurent. Et puis ensuite, j'ai vendu de la farine pour un groupe meunier. Et là, j'ai vendu de la farine sur à peu près tous les segments, mais notamment beaucoup de bio. J'ai structuré la filière bio pour le groupe, où que j'ai acheté des blés, je m'occupais de l'industrialisation et puis je vendais la farine. Et donc ça, c'était les 6 dernières années. Et là, depuis peu, maintenant, j'ai la chance de diriger Méran. Méran, pour moi, c'est une vraie histoire parce que quand j'étais apprenti boulanger, mon patron, il avait reçu une façonneuse Méran, l'Armor pour pas la citer. Et quand il l'avait reçue, il était fou. Il adorait cette machine. Il me l'avait vendue comme une Ferrari. Je m'en souviens comme si c'était hier. Alors aujourd'hui, pouvoir diriger cette entreprise Méran, auquel il avait tant d'idolation quand j'étais apprenti boulanger, c'est quand même exceptionnel. C'est une super histoire. Et ça restait une Ferrari aujourd'hui? C'est un modèle de collection? C'est toujours une Ferrari. Je pense qu'on est même au niveau de la Bugatti Veyron. Oh putain. Bon. Effectivement. Parce que c'est français, il ne faut pas l'oublier. Comme Bugatti, on est 100% français. C'est ça qui est important. Vous êtes proche de Rennes, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est basé en Bretagne, à la périphérie de Rennes. Et du coup, on est 95% de nos matières premières viennent de France, 60% de Bretagne. Donc, on a une forte connotance française. On tient à développer la French Touch et c'est peut-être aussi pour ça qu'on arrive à exporter des machines partout dans le monde. Aujourd'hui, on fait 60% de notre chiffre d'affaires à l'international et c'est justement parce qu'on fait des machines totalement adaptées à la boulangerie française, à la French Touch. Et c'est notre savoir-faire. Ça fait 70 ans qu'on fait des façonneuses. Effectivement. Vous êtes sur Rennes, mais tu parles de l'international, mais vous livrez aussi de toute la France. Ouais, on livre toute la France, partout en France, on est vraiment très, 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 très large. Laurent, comment t'es arrivé à diriger Marge Plus? Regarde, tu vois là, il n'y a plus beaucoup de cheveux là. Hein. Donc, on y revient aux cheveux. Mon parcours, c'est un vrai parcours d'entrepreneur et d'artisan entrepreneur aussi. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est faire des choses, avoir des idées et les réaliser et les concrétiser et être utile aux autres. Et je faisais une école de commerce à Rouen et fin de première année, l'usage, c'est de faire un stage. Et moi, j'avais décidé de ne pas faire de stage. J'ai décidé de vendre des prestations. Et j'ai eu de la chance. Mon premier patron, ça a été le président d'RTL, qui m'a demandé de lui développer un système de gestion de ses relations publiques. Et mon deuxième patron, c'était le patron de Deloitte et Touche, un gros cabinet de conseil international, qui m'a demandé de mettre en place ses budgets. Et quand j'ai voulu retourner à l'école, le président de Deloitte a dit non, tu restes là et on a besoin de toi. Donc j'ai aménagé quelque chose qui n'existait pas à l'époque, qui était une espèce d'alternance, où je bossais à peu près 2 jours par demi-journée chez Deloitte. Et le reste du temps, j'allais à l'école. Bon, j'avais pas des très, très bonnes notes à l'école parce que j'y étais pas beaucoup.
mais j'assumais. Et ça m'a permis tout de suite de rentrer dans la vie active, d'un grand groupe, très organisé. Il faut dire que j'étais un peu doué sur les tableurs et sur les chiffres. Et que pour moi, les chiffres, je jongle avec très facilement. Donc, si un jour vous avez une question sur Excel, vous m'appelez et je vous aide sans aucun problème. Ou Google Sheet maintenant, parce que Google Sheet aussi, c'est très bien. Bref. Attends. T'es pas passé encore sur Airtable? Mais c'est quoi ça? Non, Airtable, non. Surtout pas. Non, moi je suis fidèle aux vieux outils. Finalement, j'ai été embauché chez Deloitte auprès du président. Donc, quand tu as 26 ans ou 27 ans, c'est plutôt cool de commencer ta carrière comme ça. Je suis pas resté très très longtemps parce que j'étais très pressé de créer une entreprise. Donc, au sein de Deloitte, j'ai créé une entreprise. Donc, j'étais intrapreneur et j'ai créé une boîte qui était entre le conseil et l'ingénierie. Et l'idée de Tout Comme Data, c'était de mettre en place des tableaux de bord pour les dirigeants, de les aider à mieux piloter leurs entreprises. Donc, tu vois, Lionel, on se rejoint par rapport à ça. Piloter les entreprises, aider les dirigeants, être utile, c'est vraiment une vocation et un trait qui nous unit. C'est une société qui a grandi gentiment, que j'ai revendue en 2000. En 2000, je rejoins le groupe qui a racheté ma société. On fait une introduction en bourse. Puis après, je quitte ces entreprises, je fais un peu de conseil indépendant, notamment auprès d'une grande mutuelle française. Et après, j'ai l'opportunité de créer un petit groupe, dans le crédit impôt recherche, Subventium. Et Subventium, c'est une entreprise qui aide les entreprises innovantes en France à gérer et sécuriser un dispositif fiscal à caractère scientifique. Belle aventure, on arrive à 250 clients, on a l'opportunité de vendre cette entreprise en 2010. On accompagne ceux qui ont racheté l'entreprise pendant 2 ans. Et après, on souhaite remercier celui qui nous avait présenté au départ et nous avait aidé au départ, un certain Jérôme, et je crée un groupe de boulangerie de restauration qui s'appelle Merci Jérôme, avec une dizaine d'établissements dans Paris, des boulangeries et des restaurants. Je change du tout au tout, c'est plus du conseil, c'est de l'opérationnel, très concret. Et ça fonctionne bien jusqu'au jour où on perd notre plus gros client hôtelier du jour au lendemain. Ça représentait 25% du chiffre d'affaires. Et là, il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir dans les chiffres. Alors, ça, les chiffres, ça me connaît, donc aucun problème. Et je venais d'embaucher un nouveau directeur d'exploitation pour gérer notre labo central, Anthony. Et avec Anthony, on se colle aux achats. On épluche chaque facture une par une. Je commence à créer des logiciels pour analyser les factures, les anomalies. Et là, on arrive en 6 mois à redresser la boîte de 25%. Les achats diminuent de 500 000 euros. Ils représentaient 2 millions. Ils passent à 1,5 million. Donc, ça fait vraiment la bascule. Et pendant qu'on se fait ça, il y a plein de personnes autour de nous, des amis, des connaissances qui nous disent « Ah ouais, c'est génial ce que vous faites. On a le même besoin sur les achats. » Et quelques années après, je lâche Merci Jérôme et on crée avec Anthony Marge Plus, avec l'idée d'accompagner les boulangers, les restaurateurs, les traiteurs dans l'optimisation de leurs achats et à leur tour de leur permettre de faire des économies. Et nous, ce qui nous frustrait, c'était de se dire que quand on est indépendant, qu'on est petit, qu'on est artisan, on n'a pas le droit comme les grands groupes, on n'a pas les moyens d'avoir des acheteurs, des négociateurs, donc on paye plus cher. Et on trouvait ça vraiment pas juste. Et on s'est dit, nous, on va tout faire pour que les artisans indépendants, seuls dans leur coin, ceux qui se donnent du mal, qui se lèvent tôt le matin ou tard dans la nuit, que ces gens-là, eux aussi, puissent avoir des accords grands comptes. Donc aujourd'hui, Marge Plus est parvenu à son objectif. On aide, j'allais dire, le mois dernier, une centaine d'établissements. Là, on bascule tranquillement vers 200 établissements que l'on accompagne pour optimiser leurs achats et pour leur permettre de faire des économies. Il faut savoir qu'à la clé, avec Marge Plus, on permet sur certains produits de faire des économies jusqu'à 30%. Et donc, c'est des milliers d'euros à la fin de l'année qui sont gagnés. Et ça préserve aussi la filière. Ça leur permet de durer plus longtemps, de faire des investissements. Par exemple, Thierry, grâce à l'argent qu'ils vont gagner avec moi, ils pourront acheter tes machines et encore faire des économies de temps et d'argent. Voilà. Donc voilà, très brièvement mon parcours résumé. Et j'ai oublié, mais j'ai été à un moment donné pianiste dans un bordel, mais ma mère voulait pas qu'on le dise, donc on ne dira pas trop. Non, on gardera ça avec la perruque
Voilà. Emmanuel. Rester sur l'aspect digital et là-dessus, et d'ailleurs c'est un des points communs que tu as avec Lionel, je trouve, c'est que cet intérêt pour le calcul des marges, la profitabilité, améliorer la profitabilité de l'entreprise en boulangerie, c'est un des dadas quand même, je trouve, de Lionel, hein. Ouais, bah moi j'ai un parcours qui m'a obligé à m'y pencher très fortement sur la petite histoire. J'aime bien la raconter parce que c'est une fierté familiale. Bon, mon grand-père est l'inventeur de tout ce qui est les presse-savons que vous pouvez avoir à la maison, que ce soit ceux que vous tirez comme ça, sur lesquels vous appuyez. Il a créé ça et depuis tout gamin, j'avais 9-10 ans, il m'emmenait avec lui dans ses négociations commerciales. Ça faisait partie de son truc d'être grand-père fier d'amener son petit-fils, mais aussi petit, aussi jeune soit-il, à faire ça. Et ça a toujours été une expérience extraordinaire pour moi. J'ai fait des grands groupes avec lui, c'était extraordinaire. Alors je sais pas si c'est une cause à effet, mais j'ai fini par être acheteur à un moment donné pour le groupe Casino, et c'est vrai que je retrouvais en fait dans quasiment ce premier métier que j'avais fait des échanges que j'avais pu voir avec mon grand-père et puis des acheteurs avec lesquels il était. Hein. Si le Covid avait eu lieu 40 ans plus tôt, tu n'aurais même pas eu besoin de travailler aujourd'hui. Ton grand-père était tellement riche. Alors, tu crois pas si bien dire, et ça me fait rebondir sur un élément. Alors aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants d'entreprise. On va revenir sur un certain nombre de points, mais il y a un point sur lequel je suis extrêmement vigilant, c'est justement la gestion et nos experts comptables et nos comptables. Et quand tu dis que j'aurais pu être effectivement extrêmement riche, je pense que j'aurais pu l'être de toute façon, jusqu'à ce que un certain expert comptable se barre avec la caisse de mon grand-père 5 ans avant sa retraite. Tu vois, donc du coup, ni lui ni moi n'avons profité de tout ce qu'il a pu mettre en place pendant des années et des années. Donc j'ai une certaine méfiance aujourd'hui sur la gestion des entreprises et sur les gens à qui des fois on peut confier les yeux bandés un certain nombre d'éléments. Ce qui fait de moi aujourd'hui quelqu'un un peu pas très permissif sur la partie gestion des entreprises. Bref, une fois que j'avais fait cette expérience avec mon grand-père, et donc, comme je disais, j'avais été acheteur pour le groupe Casino. Alors, j'ai acheté pour Casino, pour GoSport et puis pour Cdiscount à l'époque où c'était encore ensemble. Et puis, je suis parti quelques temps après pour le groupe Kingfisher, donc c'est Castorama en France ou B&Q en Angleterre, ainsi de suite. Prendre pour des magasins le contrôle de gestion. Et c'est là où j'ai énormément appris. Et j'ai eu la chance dans toute ma carrière, moi, d'avoir des gens qui étaient au-dessus de moi, et j'allais voir, je tapais à leur porte, donc tu peux m'expliquer comment ça fonctionne, cette histoire, qu'est-ce que c'est le contrôle de gestion, ou comment on gère une entreprise, c'est quoi le management, et ainsi de suite. Et d'avoir toujours des gens qui ont répondu très clairement et qui ont toujours pris le temps d'expliquer ça. Et puis, une fois cette expérience passée, j'ai monté mes premières entreprises, et c'est là que j'ai compris que le retour sur investissement, c'était pas juste une case comme on avait pu m'expliquer jusqu'à présent. J'ai monté 10 sites de e-commerce en Europe, dans 10 pays d'Europe, en 6 langues. J'avais des équipes en Bulgarie, j'avais des équipes à Sofia Antipolis. Et puis j'ai vécu, alors je vendais des produits outdoor, que des produits issus de jardin, mobilier de jardin, et particulièrement un peu plus les piscines. Et j'ai vécu 2 années catastrophiques de météo consécutives. Et ma jeunesse entre guillemets d'entrepreneur a fait que si je faisais à peu près 80% ou 90% de mon chiffre d'affaires entre on va dire Pâques et le 15 août, le reste de l'année c'était très calme. Mais quand vous avez 2 années qui sont consécutivement très mauvaises en météo, que vos stocks sont pleins et qu'il n'y a rien qui ressort, je me suis retrouvé avec une trésorerie au plus faible. Et c'est là que j'ai compris que il fallait réfléchir un petit peu sur ce qui était possible de faire en retour sur investissement d'une entreprise et voir ce qu'on pouvait faire l'hiver. Mais malheureusement, je me suis réveillé trop tard et j'ai dû revendre ces entreprises à un vil prix à quelqu'un qui souhaitait les faire grandir différemment. Et malheureusement, il n'a pas réussi non plus.
Et c'est ce qui a en fait engendré chez moi cette volonté de dire une expérience des achats et du retail, une expérience du contrôle de gestion, une expérience de création d'entreprise, de la création à l'échec. Maintenant, c'est à moi d'aller retransmettre ça. Et donc, ça fait maintenant quelques années que j'accompagne des dirigeants aujourd'hui au sein de ABC. Donc, ça veut dire artisans boulangers convaincus. J'accompagne des artisans boulangers et c'est une vraie passion pour moi. C'est devenu une vraie passion. C'est un métier. J'ai énormément d'affection pour ce métier, de gens capables avec du sel, de l'eau, de la farine, du levain ou de la levure, être capables de faire de tels produits aussi bons, aussi magnifiques. C'est un vrai plaisir. J'ai pas forcément l'impression d'aller au travail moi le matin. Je vais aller échanger sur des connaissances, donner des conseils qu'ils appliqueront ou qu'ils appliqueront pas. C'est bien leur décision finale. C'est eux les chefs d'entreprise et c'est vraiment des super moments de partage pour moi. C'est vrai. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de continuer à faire perdurer ces artisans boulangers. Je suis très content qu'on crée tous les quatre ce boulanger en croissance pour aller dans ce sens-là et en toucher un maximum. Mais pour ça, je pense que c'est être autour d'Emmanuel de s'expliquer parce que on peut faire ce que l'on veut, expliquer ce que l'on veut. Si derrière on n'a pas un peu de formation, ça va être compliqué. C'est vrai que la diffusion, les réflexions sur des solutions pour diffuser facilement des formations ou des bonnes pratiques, c'est quelque chose qui m'intéresse plus particulièrement pour aider les boulangers, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que l'univers de la fermentation, tu parlais justement de donner vie au pain tous les jours, quelque chose d'assez miraculeux, le travail des boulangers. Mais finalement, c'est un fil conducteur pour moi tout au long de ma carrière, la fermentation, parce que j'ai démarré par vendre du malt à des brasseurs, à des meuniers, à des fabricants d'ingrédients aux quatre coins du monde. Donc, je voyageais beaucoup, j'ai adoré ça. Mais il y a une seule chose qui me manquait, que je sois au Vietnam encore, il y en avait. Mais dans plein de pays, c'était du pain pour accompagner mon repas. Je pouvais manger un peu tout et n'importe quoi, mais il me manquait toujours ces petites touches de pain. Et je me suis posé la question, mais finalement, pourquoi on ne trouve pas du pain, même sur des recettes et des process de fabrication dans d'autres pays, et pourquoi il est très inégal en termes de qualité. Donc, c'était une petite graine dans l'idée de Baguette Academy qui germera bien plus tard. Et ensuite, après le malt, j'avais envie de partir habiter un peu à l'étranger. Je suis parti 5 ans en Italie pour un fabricant d'extrait de malt, où je me suis occupé de l'export. Et là, j'ai commencé à être un peu plus près du terrain de l'univers de la boulangerie, parce que l'extrait de malt était un des premiers, je dirais, améliorants naturels qui pouvaient exister dans la boulangerie. Après, il y a bien d'autres combinaisons faites par les ingrédientistes. Et j'ai commencé à découvrir cet univers-là de manière vraiment plus précise. Et les hommes avec un grand H, la passion et le travail ardu qu'il y a derrière tout ça. Et ensuite, je suis revenu en France pour m'occuper d'une structure qui était chargée de commercialiser de la levure de boulangerie pour le compte d'Abbé Maurice sur la France et le Benelux. J'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et donc là, forcément, on va aller voir à la fois des artisans via des réseaux de grossistes, qui sont bien en place, qui ont toute une structure commerciale pour revendre, et en direct auprès d'industriels qui consomment les mêmes types de levures que les artisans. Et donc, toujours cet ADN. Et c'est dans ce cadre-là que dans un grand groupe qui est international, il y a des obligations, et notamment ce qu'on appelle les lois anticorruption, anti-bribery, des choses assez pénibles, très honnêtement, à suivre comme formation, mais qui sont obligatoires. Et on suivait ça alors en présentiel pendant 7 heures avec un avocat. On sortait avec une tête comme ça, avec un classeur comme ça. Et une autre fois, ils ont commencé à le faire un peu en ligne. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal parce que je suis plutôt visuel. Je me dis, tiens, c'est plus facile de faire 10-15 minutes par jour que se taper 7 heures de présentiel. Et je me suis dit, tiens, ça me va bien pour apprendre ce genre d'éléments, puis travailler à mon rythme quand je trouve un temps libre pour cet apprentissage. Et petit à petit, tous ces éléments-là, l'intérêt pour l'international, l'intérêt pour la boulangerie, l'intérêt pour transmettre, et l'intérêt pour le digital, et puis toujours pour l'innovation, qui est un sujet que j'adore, tout ça m'a amené à créer Baguette Academy environ en 2016.
Et dans l'ADN, dans les valeurs de la création de l'entreprise, il y a l'aspect collaboratif et partage, qui est quand même quelque chose de très important pour moi, qui est un fil conducteur également, et ce qui explique pourquoi on se retrouve tous les quatre aujourd'hui. Et c'est ce que je souhaite vraiment trouver des solutions pour aider, faciliter le travail des boulangers dans leur quotidien, parce que ce sont des très, très gros bosseurs. Et ils n'ont pas forcément le temps d'aller faire une veille en permanence. Donc, si on peut les aider, les accompagner, leur donner des trucs opérationnels, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire quelque chose ensemble. Et tu sais ce que disait mon patron d'apprentissage, un jour sans apprendre est un jour perdu. Oh là 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 là, celle-là, je vais la mettre sur notre site internet parce qu'elle est vraiment top. Alors là, je crois que je viens de trouver 2 commerciaux. Là, finalement, c'était pas l'objectif de cet échange, mais 2. Alors là, c'est parfait. Et puis j'ai trouvé mon financier. Je crois que si à la fin de la visio, vous savez pas quoi faire. Alors, Emmanuel, tu te souviens, alors on s'était rencontrés chez Merci Jérôme, Oui. mais on s'est surtout revus au CIRA. Et au CIRA, on se croise donc dans les allées avec Emmanuel et on parle de Marge Plus, de l'activité d'Emmanuel. Et on se dit quoi? On se dit, la formation, c'est quand même très bizarre. Et Anthony, mon associé, dit, moi, j'ai fait mon BTS d'apprenti cuisinier, mais jamais on m'a appris ce que c'était que les achats. Jamais on m'a appris combien valaient les produits. Donc, j'ai dû apprendre par moi-même. Et je dis à Emmanuel, tu vois, ça serait cool de faire une formation pour apprendre aux boulangers, aux apprentis, mais même à leur patron, ce qu'est une facture, ce que ça veut dire une facture. Et en fait, de cette conversation-là, Emmanuel, tu t'en souviens, on a eu une deuxième, une troisième, on a imaginé de faire un webinaire, une formation, et on est arrivé assez naturellement à Boulanger en croissance. Et on est vraiment très, très content avec Emmanuel d'avoir très vite et de manière très fluide créé ce groupe avec les 4 mousquetaires qui créent Boulanger en croissance avec une envie commune, c'est d'apporter, d'aider, de contribuer à améliorer la vie des gens à tous les niveaux, sur différents sujets. Et on le fait de manière évidemment bénévole et également altruiste, c'est-à-dire que nous, on est là pour d'abord donner des conseils. Et comme tu le disais, Lionel, un conseil libre à celui qui l'entend de l'appliquer ou pas, mais au moins, on est là pour aider et contribuer. Donc, c'était un peu la genèse de Boulanger en croissance. Et Thierry, toi, tu avais aussi une idée très précise derrière Boulanger en croissance, je crois. Oui, carrément. Pour moi, Boulanger en croissance, c'est un moyen de pouvoir apporter, partager tout ce qu'on peut voir au fil de nos journées. Pour avoir vécu pas mal dans les fournils, souvent on n'a pas le temps de regarder, de pouvoir sortir de son fournil et de pouvoir voir ce qui se fait ailleurs. Et nous, la chance qu'on a, c'est clairement que on est tout le temps sur la route, tout le temps dans les boulangeries, tout le temps à voir des choses différentes. Et on peut le partager simplement avec notre passion, avec nos mots, d'une manière, des fois avec nos convictions. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Et en fait, je pense qu'on a chacun une vision différente de par nos expériences auxquelles on peut vous partager, auxquelles on va pouvoir partager avec vous tout au long des différents podcasts ou webinaires qu'on souhaite faire d'une manière simple, ludique, sans se prendre la tête, surtout très humble, parce que on détient pas la vérité et aujourd'hui, la boulangerie est suffisamment complexe pour pouvoir promouvoir une diversité de boulangeries et une diversité de façons de faire. Donc voilà un peu la vision. Et je pense que que ce soit Lionel ou toi, Emmanuel, vous pouvez nous parler aussi de votre vision de Boulanger en croissance, parce que Lionel, si tu nous rejoins, c'est aussi parce que tu avais des convictions précises. Ouais, moi j'ai une conviction qui est que l'artisan boulanger est malheureusement
alors l'artisan boulanger ou le boulanger de manière globale, mais malheureusement trop enfermé dans son fournil et c'est pas forcément un choix, c'est pas forcément une volonté. J'en vois quelques-uns qui disent non mais moi je suis bien dans mon fournil, j'ai pas envie qu'on vienne m'embêter, j'irai pas sortir, j'irai pas voir ailleurs. Mais c'est une minorité. On a une majorité de gens qui se disent moi j'ai besoin d'infos, j'ai besoin qu'on me dise telle ou telle dans telle ou telle situation comment m'en sortir ou comment trouver des solutions, mais je sais pas où aller les chercher. Et c'est vrai que boulanger en croissance, je pense que tu l'as très bien dit, Thierry. C'est un webinar, ça va être des podcasts, ça va être tout un tas d'éléments qu'on va apporter, mais pas que nous. Et c'est moi ce qui m'a énormément plu quand vous m'avez fait cette proposition de venir vous rejoindre, et je vous en remercie encore. C'était de se dire, en fait, qu'importe nos entreprises dans lesquelles on travaille aujourd'hui, l'idée c'est d'échanger nos connaissances et d'aller trouver auprès d'autres professionnels, d'autres idées, d'autres conseils, d'autres éléments. Et c'est tout ce qu'on va vous amener là durant ces prochains mois, prochaines années, j'espère. C'est vraiment quelque chose qui soit pas, on n'est pas juste quatre, on a quatre qui créons cet élément-là, mais c'est vraiment de se dire, non, on va aller beaucoup plus largement que ça, vous présenter des experts dans différents domaines. Et moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, parce que tu l'as dit très justement, et je pense qu'on a tous le même accord. On connaît pas tout, on sait pas tout, on va avoir besoin d'autres personnes. Donc d'ailleurs, si ceux qui nous écoutent ou nous voient veulent à un moment donné, pourquoi pas participer, on sera vraiment à cette écoute-là. Hein. Il y a aucun souci là-dessus. Et derrière Boulanger en croissance, Emmanuel, il y a aussi des pâtissiers potentiellement. Oui, effectivement, on a résumé à boulanger, autrement on aurait mis boulanger, pâtissier, chocolatier, on aurait pu mettre une liste effectivement beaucoup plus longue, mais c'est toute une filière de la BVP de manière générale qu'on retrouve à travers nos souhaits. Et comme on l'a décrit auparavant, on est quatre avec quatre parcours très différents, mais il y a un socle commun à travers cette idée de partage, mais ça veut dire quatre angles de vision différents. On peut voir une problématique sous quatre yeux différents, et donc ce qui apporte beaucoup de richesse, je pense, dans les idées de solutions qu'on peut essayer d'apporter humblement, comme le disait Thierry. Et du coup, on parle d'expériences que peuvent nous faire partager des boulangers, mais pas que. Il y a beaucoup d'acteurs dans la filière. Il y a des gens qui apportent, comme toi, des solutions plutôt sur la gestion achat, mais il y a des gens du matériel, des ingrédients, des gens qui sont dans la formation, des gens qui sont dans la recherche. Puis il y a des choses je dirais des sujets qu'on peut voir en termes de benchmarking sur d'autres univers de la restauration ou d'autres entreprises. On s'est dit, tiens, pourquoi pas l'appliquer dans le terme du management, de certains qui passent à des 4 jours de travail. Et donc, on peut partager ces retours d'expérience pour enrichir les réflexions des artisans boulangers qui ont besoin, comme le disait très bien Lionel, qu'on les aide par le manque de temps à voir un petit peu ce qui se passe autour d'eux, non pas par un manque de volonté de leur part, mais vraiment par rapport à un manque de disponibilité pris par le quotidien et l'opérationnel de tous les jours. Et donc, sur ce côté-là, je ne sais pas si tu vois d'autres sujets, mais on a fait, je pense, un bon résumé de ce qui nous réunit aujourd'hui et de ce qu'on souhaite apporter. Ce qui est extrêmement important, c'est de bien comprendre que cet outil, puisque c'est un outil boulanger en croissance, in fine, c'est un outil de partage et c'est un outil sur lequel il faut nous poser des questions aussi. On va pas être là que pour amener des sujets. Les sujets, on va les traiter au fur et à mesure de l'actualité, malheureusement. Tout n'est pas toujours rose, ou des fois elle est au contraire bien utile et on va pouvoir rebondir. Mais c'est aussi, n'hésitez pas, posez vos questions. On va mettre en place un certain nombre d'outils pour ça, et à nous ensuite d'y répondre effectivement sous 4 prismes différents. On sera peut-être pas d'accord, et puis on a travaillé un peu en amont, et pour pas le cacher, si on peut être 4 grandes gueules, on sera un peu 4 grandes gueules. Si on n'est pas d'accord, on va se le dire, et l'objectif n'étant pas de se fâcher entre nous, parce qu'on a bien largement passé ce stade-là, et au contraire, on est plutôt là pour s'amuser, tout en étant très sérieux. Mais c'est d'être capable de dire, non, on n'est pas d'accord entre nous, et finalement le seul qui décidera, c'est le décisionnaire, celui qui écoutera et qui devra prendre derrière ça sa propre décision.
Donc Lionel, tu veux dire qu'on est en train de créer comme une espèce d'énorme cuve, un pétrin, chacun va arriver avec ses ingrédients et on va mélanger tout ça ensemble, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Puis alors moi, j'ai bien noté une chose, hein, c'est qu'il y en a un qui est spécialiste de la malterie. Hein. Je sais comment on va conclure nos webinaires et nos podcasts. Ça va être chouette. Oui, oui, notamment, au tout début, j'étais un petit peu, quand j'ai démarré ma carrière, c'était le début des microbrasseries qui ont maintenant une éclosion hyper intéressante, mais on peut faire d'ailleurs des parallèles entre le développement de la microbrasserie, le développement des micro-moulins, les développements de pas mal de choses dans la filière boulangerie. Et on retrouve, la parallèle, c'est vraiment la passion des gens de ces métiers. Et ça, c'est absolument génial. Et c'est ce qui est, comme tu le disais, c'est la partie plaisir qui est quand même important, qui guide notre quotidien. Et c'est ce qu'on essaye de partager. Et comme tu disais, Lionel, c'est important que les gens avec qui on va échanger, partagent, nous fassent des retours, viennent nous suggérer des idées, partagent des retours d'expérience qu'ils ont aimé, pas aimé. Les échecs sont aussi des choses intéressantes à partager parce qu'on retire toujours beaucoup de choses. Et on dit en formation, on appelle ça l'apprentissage par l'erreur. Et c'est une très bonne technique aussi. Et donc, j'espère qu'on pourra partager échecs et réussites surtout à travers nos visios et podcasts, puisqu'on peut bien entendu nous entendre au-delà. On n'est pas obligé de nous voir nos quatre gueules, comme tu disais, mais aussi nous entendre à tout moment sur différents supports. D'ailleurs, vaut mieux pas nous voir, d'ailleurs. Oui, je pense aussi. Parle pour toi, merde. Bon, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est, et puis on va le rappeler, on le rappellera de toute façon systématiquement. On met en place un site internet qui s'appelle boulangerencroissance.org, org. On sera présent bien évidemment sur une page Facebook, sur YouTube et sur LinkedIn pour les pages un peu plus professionnelles. Mais vous retrouvez sur ces éléments-là tous les moyens, toutes les possibilités de nous contacter. Et vraiment pour les aficionados de l'email, on aura la boîte qui s'appelle contact@boulangerencroissance.fr sur laquelle chacun d'entre nous auront accès et permettra de prendre les sujets au fil de l'eau. Messieurs, j'ai qu'une envie de vous dire, c'est un grand merci. Je voulais vraiment féliciter l'idée. Elle répond vraiment à un besoin. J'espère qu'elle sera vraiment perçue comme ça. En tout cas, on va tout faire pour. Bravo Emmanuel, bravo Laurent d'avoir peut-être créé cette genèse de l'idée et puis d'avoir pu m'inviter derrière. J'essaierai d'être une bonne grande gueule avec vous. Merci Emmanuel. On partage tous la même conviction. On est vraiment très content de démarrer. Surtout, on attend de notre auditoire de nous poser des questions, de nous mettre en avant des sujets qui les préoccupent. On sait que chez les boulangers actuellement, l'énergie, c'est un vrai sujet. Donc, on organisera probablement d'ici quelques semaines, quelques mois, un podcast sur l'énergie. Mais n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos idées, de vos besoins. Et on trouvera le bon expert pour apporter des conseils très concrets, pragmatiques. Toujours rester pratico-pratique, apporter des solutions qu'on peut mettre en œuvre quasi immédiatement, facilement. Pas d'usine à gaz, surtout pas, mais des trucs et astuces pour être efficace plus vite. Merci aussi, merci Emmanuel, merci Laurent. C'est vrai que j'ai vite rejoint aussi le projet parce que clairement il était séduisant, il était par mes convictions et ça faisait tellement longtemps que je voulais un truc simple, efficace dans cet état d'esprit pour juste partager sans se prendre la tête, sans posture, sans tout ça, juste partager ses convictions, dire d'énormes conneries aussi, c'est vachement intéressant. Et donc du coup, merci, et aussi merci à Lionel pour tout ce qu'il fait et pour nos échanges. C'est la diversité qui est une richesse. On ne peut qu'en être convaincu à nous écouter et écoutez-nous pour justement voir toute la diversité de la boulangerie aujourd'hui. Et effectivement, ce que je rajouterais juste que dans cette dynamique qui est vraiment de partager des idées entre différents acteurs, qui est vraiment notre base, notre objectif n'est pas de fédérer ou de créer une association de pouvoir dans la filière
d'artisans ou d'industriels ou quelconque. C'est absolument pas notre objectif. C'est plutôt de donner des pistes tout simplement à tout le monde et de partager pour l'intérêt collectif de notre filière pour lequel on a tous les cadres, j'espère, convaincus de notre passion pour ces métiers de la filière BVP.